Donc, dans notre communication, nous nous proposons d'apporter un éclairage sur la notion de tunisianité et son usage dans le discours sur l'art en Tunisie, voilà, sur l'art tunisien. Nombreux intellectuels, artistes et critiques tunisiens se méfient aujourd'hui de la problématique identitaire, arguant qu'elle est dépassée, voire désuète. Il s'agit à leurs yeux d'un faux problème qui ne mérite même pas d'être posé. Titre d'exemple, lors d'un entretien avec l'écrivain Fraj Chouchen, il conteste la validité de la thématique identitaire en utilisant un jeu de mots, donc il dit al-huwiya al-hawiya, c'est-à-dire, et suggérant par là, que la réflexion sur la problématique identitaire est absurde et qu'elle ne mènerait nulle part. Donc c'est dire combien cette problématique ou cette thématique qui a accaparé le débat artistique durant de très longues décennies est devenue de nos jours contestée, écartée peut-être par l'intelligentsia tunisienne en raison de son investissement dans le champ politique. Nous choisissons ainsi cette notion, la tunisianité et son emploi, comme une piste de lecture, et ce, en mettant en avant les textes et les écrits qui se sont focalisés sur cette notion, sur ce concept, depuis 1957 jusqu'aux années 2000. Donc nous allons d'abord nous arrêter sur un article de l'artiste Hatem El-Makki, paru en 1957 dans la revue Études méditerranéennes numéro 2 et qui s'intitule « Réflexions et notes brèves sur la peinture tunisienne ». Hatem El-Makki, alors membre de l'école de Tunis, donc à la parution de cet article, donc Hatem El-Makki aussi, il a contribué à l'écriture de l'histoire officielle de l'art tunisien en tant que, entre autres, commissaire d'exposition et par ses contributions au journal L'Action tunisienne. Et dans cet article, paru donc au lendemain de l'indépendance, il fait de Yahya Turki le Malherbe de la peinture tunisienne. Donc Malherbe, c'est François de Malherbe, est un poète français qui a entrepris de purifier la poésie française. Et il fut salué par le poète et critique Nicolas Boileau comme un utile réformateur. Donc, Hatem El-Makki, dans cet article, il situe l'année zéro, donc c'est son expression, de la peinture tunisienne aux environs de 1925. Et c'est une époque qui marque la première participation de Yahya Turki au salon tunisien. Et c'est à cette occasion qu'il fut remarqué par Pierre Boyer, alors directeur du centre d'enseignement d'art, Ben Aïed, et alors donc sous sa direction, et réussit à décrocher, il l'incite à intégrer le centre d'enseignement d'art et réussit à lui décrocher une bourse. Hatem El-Makki, donc, dans cet article, il va brosser le portrait de Turki en usant de termes tels ingénuité, indolence, naïveté. Il le qualifie d'imagier, de conteur qui narre la vie du petit peuple. La couleur se réduit chez lui à la coloration, ce sont ses expressions. Manière d'écriture automatique qui résulte d'une heureuse incompréhension des problèmes, puisque face à sa toile, Yahya Turki est dans une, toujours je cite Hatem El-Makki, dans une sorte de demi-conscience, selon ses propres termes. Donc cette description suggère à demi-mot, voire explicitement, que le père de la peinture tunisienne est un artiste naïf. L'intention ici de Hatem El-Makki est de faire de Yahya Turki un primitif tunisien, une sorte de Giotto, un Cimabue. Il écrira dans un catalogue en 1979 « Avec Yahya, la peinture tunisienne touche son Cimabue et l'inaugure sa genèse ». D'autres artistes plus âgés ou du même âge que Yahya Turki ont pratiqué la peinture bien avant lui. Nous citons Ahmed Ousmane, Hedi Khayeshi, Abdelaziz Baraïs, Jileni Abdouaheb, Maurice Bismuth et Jules Lelouch.
Donc, Ahmed Osman et Hedi Khayechi étaient proches de la cour beylicale. Hedi Khayechi fut un portraitiste. Nous avons un témoignage de Hedi Turki qui parle de Khayechi. Il dit « Il est le premier peintre professionnel. Au contraire de Hatem el-Makki, qui n'hésite pas à remettre en question ce statut, je cite Hatem el-Makki, sa peinture, en parlant de Khayechi, il faut vraiment faire un effort pour l'appeler peinture. Disons qu'il s'agit d'une iconographie honnête sans plus, avec un dessin émouvant parce que gauche, et gauche parce que c'est quelqu'un qui est resté d'une formation primaire au point de vue technique du dessin et de la couleur. Nous pensons que c'est l'appartenance aristocratique de Ahmed Osman et de Hedi Khayechi, ainsi que leur statut de peintre officiel auprès des bey de Tunis, et le fait qu'ils soient éloignés de la réalité du peuple, même si Khayechi a peint des scènes de la vie populaire, ont poussé Hatem el-Makki à leur préférer, au lendemain de l'indépendance, Yahya Turki comme précurseur, comme doyen des artistes tunisiens, car n'ayant aucun lien avec le milieu de la cour, il est par conséquent plus apte à traduire les préoccupations de la nation tunisienne, désormais affranchie du pouvoir beylical après s'être affranchie de celui colonial. Un autre peintre connu le même destin que ces deux derniers, c'est Abdelaziz Berraïs, dont l'ascendance aristocratique a eu pour conséquence de le priver à son tour du titre de père de la peinture tunisienne. Atteint de surdité mutité depuis son jeune âge, à la suite d'un accident, il vécut retiré et ses participations aux expositions furent très rares. Dans la monographie que lui a consacrée Khaled Lasrem, il dit « Abdelaziz Berraïs est le premier élève de souche tunisienne formé à l'école des beaux-arts de Tunis, ayant obtenu en 1929 le diplôme de fin d'études. » Contrairement à Yahya Turki qui, l'année même de son inscription au centre d'enseignement d'art, il part en France. Il est donc un artiste autodidacte sans réelle formation académique. Et d'ailleurs, Hatem el-Makki en fait son atout. C'est ce qui lui a permis d'échapper à toute influence. Cet atout a, semble-t-il, été aussi à la base de la reconnaissance unanime que lui a vouée le milieu colonial. D'autant plus qu'il était le seul artiste indigène à être admis dans le monde de l'art. Si l'on croit le témoignage du peintre Ali Ben Salem, donc je cite, « Quand j'étais jeune, il y avait deux peintres tunisiens qui copiaient les peintres européens. Il y avait Yahya et Berraïs. Mais Yahya était dans les années 1930 le seul admis et accepté comme peintre par les Européens. Il était considéré comme étant le doyen. Le peintre Khayechi avant lui n'était pas intégré dans le groupe des peintres. Il semble ainsi que Hatem el-Makki, en proclamant Yahya Turki le précurseur ou le doyen de la peinture donc, tunisienne, ne fait que légitimer l'expression Yahya, père de la peinture tunisienne, attribuée à l'artiste Pierre Boucher. En cela, Hatem el-Makki se situe pleinement dans l'héritage colonial, bien qu'il veuille introduire une année zéro dans l'histoire de la peinture tunisienne. La légitimité du peintre découle au final, et comme le signale Aïcha Fileli, du milieu colonial qu'il a découvert, formé et intégré dans le circuit des expositions. D'ailleurs, un article de l'artiste Alexandre Roubzov, paru dans la revue Tunisie illustrée, et qui s'intitule « Un quart de siècle en Tunisie », donc paru en juin 1938, dit à peu près la même chose que Hatem el-Makki en 1957, je cite, « Le premier artiste peintre arabe a fait son apparition il y a une quinzaine d'années à Tunis, c'est-à-dire aux environs de 1925, avec des peintures primitives, maladroites, mais sincères. Il en va de même pour le traitement fait aux autres pionniers est le même que pour Jilani Abdouaheb, que Hatem el-Makki qualifie, donc il dit, c'est un cas de détunisification. Car
ayant quitté la Tunisie pour la France très tôt, cet artiste a été sous l'emprise des avant-gardes alors en vogue à Paris. On comprend que Hatem el-Makki, étant alors membre de l'école de Tunis, il est penché naturellement aussi, par souci d'appartenance au groupe, en faveur de Yahya Turki pour en faire le doyen des artistes tunisiens. Mais il explique aussi ce choix en ayant recours à la notion de tunisianité. La peinture, donc je cite, la peinture tunisienne n'existe que depuis 30 ans environ. Non qu'il n'y eût jamais eu auparavant de peintres tunisiens, mais ils n'étaient pas préoccupés de Tunisie dans leurs œuvres. Exemple, Jilani Abdelouaheb, connu à Montparnasse, et dont les tableaux, bien que mal connus en Tunisie, ne révèlent à notre connaissance aucun souci de tunisianité. La thèse de Hatem el-Makki, c'est-à-dire ce qu'il dit, les idées dans cet article, vont être retenues et vont avoir une très large diffusion. Michel Leland, que M. Sina a cité depuis tout à l'heure, donc dans son article « La vie intellectuelle et artistique en Tunisie », paru dans la revue Ibla en 1958, il cite explicitement el-Makki, il dit « C'est donc vers 1925 qu'apparut la peinture tunisienne, et ce fut Yahya qui fut le malherbe de cette jeune école. » Hélène Micot, dans son article « 3 décades d'art tunisien » paru dans la revue African Arts, dit la même chose. Et Zoubair Lasrem, dans sa thèse de doctorat de 3e cycle, il intitule une partie « 1925, manifestation de la peinture ». Donc, il est admis que Yahya Turki est le doyen des artistes tunisiens et situe les débuts de la peinture tunisienne aux environs de 1925. Selon Hatem el-Makki, il serait le détenteur exclusif de la tunisianité et c'est avec lui que commence l'histoire de la peinture nationale. Donc, je vais m'arrêter sur cette notion de tunisianité qui demeure assez floue. Elle est constamment utilisée par les acteurs et les observateurs de la scène artistique. Outre les articles de journaux de l'époque, certains ouvrages continuent d'utiliser cette notion. À titre d'exemple, la thèse de l'historienne de l'art Sophie El-Golli ou les récents ouvrages de l'artiste et chercheur Aïcha Fileli évoquent la tunisianité à maintes reprises dans ces deux monographies consacrées à Yahya Turki et à Aïcha Fileli. La philosophe et spécialiste en esthétique Rachida Triki se propose d'interroger dans un article intitulé « Pratique picturale et tunisianité » paru en 1997 cette notion, tandis qu'un ouvrage de Mostafa Chalbi paru en 2002 est intitulé « La quête de la tunisianité ». Donc Rachida Triki avance que la notion de... Non. C'est un ouvrage collectif, il a demandé des articles. Oui. Je vais m'arrêter. Rachida Triki avance que la notion de tunisianité engloberait toutes les démarches et tous les styles des artistes depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 1990. Elle distingue toutefois l'émergence dans les années 1970 d'une deuxième forme de tunisianité qu'elle appelle plurielle et où la référence au patrimoine est juste suggérée. L'ouvrage donc de Mostafa Chalbi porte sur la tunisianité. Il comprend une première partie assez instructive consacrée au témoignage de certains acteurs de la scène artistique, entre peintres, galeristes et critiques, s'exprimant sur cette notion. Donc, par exemple, le témoignage de Nejib Belkhouja, qui parle de tunisianité moderne et non pas factice et artificielle, faisant allusion à l'école de Tunis, ou Nasser Béchir qui avertit que la tunisianité ne doit pas se transformer en dogme, qu'elle doit couler de source. Et donc Mahmoud Sihili qui évoque une tunisianité porteuse d'universalité. Donc je reviens au livre, il y a à l'ouvrage, outre cette partie, il y a un chapitre intitulé « L'art de vivre en Tunisie »
qui est consacré à la spiritualité, ainsi qu'aux traditions vestimentaires, musicales, artisanales, architecturales et même à l'art culinaire. Donc cette disparité de la matière, le tout additionné à un nombre important de publicités, ne manque pas de susciter un sentiment d'incohérence et finit par rendre la notion de tunisianité complètement confuse, car ce mélange de genres, loin de servir une approche globale de cette notion, produit au final un contenu hétéroclite où l'aspect commercial, voire idéologique, prime sur celui scientifique. Donc, je vais essayer d'expliciter un essai de définition de la tunisianité, qui est emprunté, si je peux dire, au champ politique. L'universitaire Abdelkrim Alleghi considère que ce sont les chroniqueurs de l'époque moderne, dont les travaux ont développé l'idée d'appartenance au terroir, tels Ibn Abi Dinar et Ahmed Ibn Abi Dhief, les premiers bâtisseurs de la tunisianité. Il s'agit, selon l'auteur, d'un concept clé et de premier plan dans la culture politique tunisienne. Dès les débuts du XIXe siècle, et en réponse à la crise économique qui a affaibli le pays, ainsi qu'à la montée en puissance des empires coloniaux occidentaux, d'importantes réformes politiques ont été introduites dans les domaines de l'armée, de l'administration, de l'enseignement, etc. Et ce, sur le modèle des Tanzimet dans l'Empire ottoman et des réformes entreprises par Mohamed Ali en Égypte. Parmi ces réformateurs qui ont enclenché le processus de modernisation figurent aussi Khaireddin Becha et Ibn Abi Dhief, tous deux à l'origine de la fameuse mais éphémère constitution de 1861 qui connut le rejet des milieux conservateurs. Donc, pour qualifier ce processus, les sociologues Michel Camot et Vincent Gessé emploient les expressions de modernisation partielle ou de révolution conservatrice, ou encore de révolution par le haut, pour mettre en avant l'origine élitiste du réformisme. Ces réformes du XIXe siècle ont généré un puissant sentiment nationaliste, contribuant ainsi à la construction de l'identité nationale tunisienne. Camot et Gessé estiment que réformisme et tunisianité sont intimement liés, cette dernière étant, je cite, d'abord un projet politique, inauguré par les réformateurs du XIXe siècle, repris par le mouvement de libération nationale, conforté par le régime bourguibien, au lendemain de l'indépendance et poursuivi par son successeur. Ce projet politique est largement cultivé par les gouvernants comme par les gouvernés, par les dominants comme par les dominés. Cependant, un autre sociologue, Pierre-Robert Baduel, remet en question cette historicisation et il critique la conception de la tunisianité perçue comme une matrice perdurable. Pour lui, la tunisianité est une catégorie de la première modernité, c'est-à-dire qu'elle a permis la consolidation des réformes initiées par les élites du XIXe siècle à travers le renforcement du consensus social et qu'il voudrait mieux la dépasser pour saisir les évolutions sociétales d'aujourd'hui. Il y a aussi la tunisianité version bourguibienne. La plupart des auteurs s'accordent sur le contenu ambigu de ce concept. Donc Abdelkrim Alleghi évoque une combinatoire identitaire extrêmement habile pour désigner la version bourguibienne de la tunisianité. Donc je cite Alleghi, construite au fil du temps par les historiens et reprise par Bourguiba, le leader développe un nationalisme où cohabitent à la fois des référents arabes, des référents islamiques pan-ottomans et une dimension particulariste, mettant l'accent sur la personnalité tunisienne. Ces notions identitaires se superposent, d'où l'ambiguïté et la faible épaisseur théorique de son discours, confirmant ainsi que Bourguiba est davantage un homme d'action et un entrepreneur politique qu'un théoricien.
Dans le même ordre d'idées, Bourguiba s'est contenté de tracer les grandes lignes de cette identité et c'est l'élite nationale enthousiasmée par le projet politique et culturel bourguibien qui s'est chargée de la façonner pour qu'elle soit conforme au programme politique. Bourguiba a ainsi entrepris de reformuler l'identité nationale tunisienne en la libérant du poids de sa dimension arabo-musulmane et en la dotant d'une dimension internationale. Et ce, en se réappropriant toute l'histoire, même pré-islamique et pré-arabe. L'historien Driss Abbesi évoque la volonté de Bourguiba d'imposer une Tunisie pan, c'est son expression, un pan dressé entre les deux rives de la Méditerranée. Et c'est la revue mensuelle Al-Fikr, fondée en 1955 par Mohamed Mzali, Premier ministre de Bourguiba de 1980 à 1986, qui a joué un rôle majeur dans la formulation de ce projet, qu'on appelle donc tour à tour tunisification, at-taounassa, la personnalité tunisienne ou tunisianité, qui peut se traduire par at-taounasseya, ou Advet at-Tunisiya, ou encore Acharsiya at-Tunisiya, l'identité tunisienne, Al-Houiya at-Tunisiya, ou encore l'Umma Tunisiya, donc la nation tunisienne. Béchir Ben Slema, homme politique et écrivain et rédacteur donc en chef d'Al-Fikr, compte aussi parmi les figures de proue qui ont participé à cet effort, l'élaboration d'une identité nationale tunisienne. Son ouvrage intitulé Acharsiya at-Tunisiya Khasa'isuha wa Muqawimatuha, paru en 1974, en est un précieux témoignage. Donc, se définissant ainsi en creux, selon l'expression de la politologue Béatrice Ibou, la tunisianité s'oppose à l'ottomanisme, à l'arabisme, à l'Umma musulmane, mais ne peut les nier car il en sont ses éléments constitutifs. Et les auteurs insistent aussi sur sa relation à la modernité et la part du mythe inhérente à la tunisianité. Donc, tour à tour, mythe, mot valise, projet politique, la tunisianité